Donc, nous allons vous présenter une étude que nous avons menée sur la fidélisation des adhérents en santé individuelle. Et pendant cette présentation, nous allons essayer de vous fidéliser pendant 45 minutes. Pour relever ce challenge, je suis accompagnée de Vincent et d'Alexandre, que je laisse se présenter. Bonjour à toutes et tous. Vincent Dallon, du coup, je suis responsable du pôle actuariat au sein de Via Santé. Bonjour à tous, Alexandre Eby, je suis manager et responsable du Data Lab chez Galia et Associés. Et donc Virginie Normand, responsable du domaine actuariat et décisionnel chez Via Santé, qui fait partie du groupe AG2A La Mondiale. Alors, tout d'abord, le contexte de cette expérience. Un contexte juridique marqué par des évolutions ces dernières années assez conséquentes. La dernière en date, de décembre 2020, la résiliation infra-annuelle, qui permet désormais à tout adhérent de se radier après 1 an de souscription. Le deuxième qui remonte à plus longtemps, qui est les contrats responsables, et qui a instauré beaucoup de cadres et de contraintes au niveau de plafond, de mine, de max, qui fait que les acteurs sur la place n'ont pas beaucoup de latitude pour se différencier. Et aussi le 100% santé, qui a eu un effet très important sur les prestations, avec une augmentation conséquente des prestations et donc une baisse de nos marges. Ce qui fait que l'importance est croissante de maîtriser tous nos frais et toutes nos dépenses, notamment les frais d'acquisition. Et ce sont des postes qui sont difficiles à réduire. Donc le levier, c'est d'amortir ces coûts en gardant le client le plus longtemps possible. Une autre composante du contexte, c'est le comportement des adhérents. On pourrait facilement imaginer et faire le raccourci qu'un adhérent radié, c'est un adhérent insatisfait. Alors c'est le cas, hein. Il y a une grosse part des adhérents radiés qui sont des adhérents insatisfaits. Mais pas que. Nous avons aussi des adhérents satisfaits qui partent. Et donc fidéliser, c'est pas seulement satisfaire, il faut aller au-delà et trouver d'autres leviers. C'est dans ce contexte que nous avons mené cette étude. L'objectif de l'étude était double. D'abord, d'identifier les adhérents avec la plus forte probabilité de se radier via un modèle de machine learning. Et une fois qu'on avait ces adhérents, de mettre en place une action commerciale adaptée qui peut avoir un levier sur la fidélisation. Dans la partie projet, c'était vraiment un projet transverse d'entreprise qui a été mené avec plusieurs directions, des actuaires, des data analystes, des téléconseillers, le marketing, la communication. Pour nous, c'était essentiel de faire un projet basé sur du machine learning, d'accord, avec des études, ok, mais vraiment avec une mise en œuvre opérationnelle. Au niveau du projet, nous avions aussi l'ambition d'acculturer les autres directions au métier de l'actuaire et des data analystes et de leur ouvrir la vision de ce qui était possible de faire avec ce type d'études. Et un autre point qui était important pour nous, c'était de sortir un petit peu ces métiers considérés un peu comme des boîtes noires et de mettre du dialogue et de l'échange entre les directions. Au niveau de la modélisation, le projet a été fait en interne par les équipes de Via Santé et nous avons souhaité être accompagnés à des étapes clés de la modélisation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité Galia. Notre cible était d'évaluer la pertinence du modèle. Est-ce qu'on avait bien prédit les radiés? Et aussi, est-ce que l'appel, ce qu'on a décidé donc de faire des appels sortants, le mode d'action commerciale qui était mis en place, est-ce qu'il était efficient ou pas? Donc ça, c'était nos deux objectifs. Et un objectif qu'on a, qui pour l'instant est un petit peu tôt, c'est de se dire quel est le coût de cette action, de fidéliser un adhérent, par rapport au coût de l'acquisition. Donc c'est quelque chose qu'on fera dans un deuxième temps. Avant de laisser la main à Vincent qui va vous présenter les modèles, je voulais vous préciser que dans la présentation, nous avons modifié les chiffres pour des raisons de confidentialité. On va passer un petit peu sur la partie modèle. Alors l'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail, de partir sur des équations un petit peu dans tous les sens. L'idée, c'est surtout de vous faire sentir un petit peu les réflexions qu'on a eues autour de ça, de mettre ça en relief avec tout le process qu'on a mis en place.
Donc on a dit que ça faisait intervenir 2 équipes, le pôle actuariat qui est sous ma responsabilité et le pôle des data analystes. Donc 2 personnes qui ont travaillé sur ce sujet, Audrey Casté et Alexis Moreau pour ne pas les citer, qui se reconnaîtront. L'objectif, du coup, qui était pour nous d'attribuer une probabilité de radiation à nos adhérents. Donc on est, d'un point de vue technique, sur une problématique de classification en apprentissage supervisé. En termes de périmètre, on était sur un portefeuille individuel que de la gestion directe, assurée par Via Santé. Pour l'ordre de grandeur, ça représente à peu près 200 000 adhérents. Sur les adhérents, donc on a fait une présélection, on a gardé quand même les adhérents qui avaient 12 mois au moins d'ancienneté. Le but étant d'avoir une information suffisamment consistante pour la faire digérer par nos modèles et avoir une prédiction la plus fiable possible. Un dernier élément sur les motifs de radiation, on n'a pas gardé tous les motifs de radiation. L'idée était de garder ceux pour lesquels on pouvait avoir une action de rétention, une action commerciale via les CSC d'action pour retenir ces adhérents-là dans notre portefeuille. Donc tous les motifs de radiation pour décès, départ vers le collectif et impayés ont été exclus de l'étude. Sur le contexte, donc Virginie en a parlé un petit peu tout à l'heure, toujours dans l'idée que la base de la statistique, c'est de prédire le futur en s'appuyant sur le passé. On a, je pense que vous le savez tous, un contexte relativement mouvant en assurance santé, marqué par l'ARIA, donc je ne vais pas y revenir dessus, la capacité maintenant pour l'adhérent de pouvoir se radier à partir du moment où il a 12 mois d'ancienneté sur le contrat à n'importe quel moment de l'année, et la pandémie de Covid-19. Alors pourquoi la pandémie de Covid-19 ? Typiquement, sur notre portefeuille en 2020, on a noté une rupture sur le phénomène de radiation, avec des taux de radiation notamment en baisse par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'observer. Les données, donc on peut les regrouper, enfin les différencier en tout cas en 4 grandes catégories. On a une première partie des données qui va concerner vraiment l'adhérent, avec des choses assez classiques, l'âge, le département d'habitation, le régime, donc Alsace, salarié agricole ou régime général, l'ancienneté, on parle d'ancienneté au sein de la mutuelle, et la composition familiale, c'est-à-dire les conjoints, le nombre d'enfants, etc. On a ensuite des données sur les produits qui sont souscrits par ces adhérents-là, donc on a une notion de gamme avec des gammes ouvertes et des gammes fermées. On a une information sur leur multi-équipement. Alors le multi-équipement, dans notre définition, ça va être tous les produits complémentaires de la surcomplémentaire qui va concerner tous les risques en santé, des compléments en hospitalisation notamment, qui sont souscrits à part en complément des garanties de base qu'ont nos adhérents. Et les changements de produits, c'est-à-dire qu'on est capable de retracer toute la vie d'un adhérent au sein de la mutuelle, tous les produits auxquels il a souscrit, les changements qu'il a pu faire au cours de son parcours au sein de Via Santé. On a ensuite des données techniques, donc assez classiques aussi, cotisation, les remboursements, les restes à charge qu'on a classifiés par risque. Alors on a parlé tout à l'heure, je crois, du 100% santé, avec une implication notamment sur les niveaux de restes à charge qui ont bougé et qui peuvent avoir aussi des implications sur le phénomène de radiation. Relations clients, donc là on a travaillé avec les équipes qui sont dédiées à ce sujet-là. On a l'information du réseau commercial d'origine. On sait qu'on va avoir des comportements différents selon que les adhérents sont venus de la vente à distance, donc téléphonique ou web, ou des réseaux physiques. Donc c'est une information qu'on va prendre en compte dans l'estimation de notre modèle. On va avoir l'information du nombre et aussi des motifs de contact des adhérents en CRC. L'idée étant vraiment d'avoir la vision la plus précise possible de l'état de notre adhérent en portefeuille. Sachant qu'encore une fois, il faut garder un petit peu de recul par rapport à ça. On a une information qui est relativement, au vu de ces données, en tout cas partielle sur nos adhérents. Et on va le voir sur les pistes d'amélioration. On a pour objectif d'enrichir ces données-là de sorte à avoir une information beaucoup plus ciblée, beaucoup plus spécifique qu'un adhérent en particulier. Sur les modèles, donc juste quelques considérations, on ne va pas y passer trop de temps dessus. Ça, c'était des réflexions qu'on a eues en amont de l'estimation du modèle. Donc, une problématique que vous connaissez bien, c'est l'arbitrage entre le biais et la variance. Donc, pour être tout à fait transparent avec vous, la grosse inquiétude qu'on avait, c'était sur la variance de nos résultats, c'est-à-dire la stabilité de la pertinence du modèle en l'appliquant à des nouvelles données. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a assez travaillé et qu'on a pris en sorte, on va le voir par la suite, en considération de 2 manières différentes. Et ensuite, le critère de qualité du modèle. Alors là, c'est quelque chose qu'on a un petit peu customisé. On est sur, encore, on l'a dit tout à l'heure, de classification. Généralement, on regarde l'accuracy sur la qualité des modèles qu'on considère. Là, ce qui nous intéressait, nous, dans la mesure où on avait une optique d'appel par des CRC, c'est que l'appel qui soit fait concerne un adhérent pertinent. C'est-à-dire qu'on veut maximiser la probabilité que l'appel concerne une personne qui devrait être concernée par l'appel.
Donc on ne va pas typiquement regarder le recall, c'est-à-dire je vais caricaturer un petit peu, hein, on se fiche de prédire tout le monde potentiellement radié ou avec une tendance à la radiation, si c'est pour avoir un échantillon qui ne va pas permettre au CRC d'avoir une action de communication pertinente. Donc d'où l'idée pour nous de vraiment se focaliser sur la précision comme critère de sélection. Sur le process, donc plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà sur les échantillons qu'on va regarder, on a des photos de notre portefeuille sur 2018, 2019 et 2020, avec, on l'a dit tout à l'heure à cause du Covid et du 100%, des quelques réserves sur l'échantillon 2020. Le but, c'est de jouer un petit peu avec ces différents échantillons et de voir les conséquences que ça va avoir sur la stabilité de nos estimations. Donc ça, c'est le premier élément. On part de ces échantillons-là, on a des données brutes. Il y a tout un travail qui est relativement long et fastidieux, mais ça, je pense que vous l'avez tous expérimenté sur les différents travaux que vous avez pu faire sur ce type de modélisation. Donc tout un travail de feature engineering pendant lequel on va essayer déjà de nettoyer les données, bien évidemment, mais de les transformer de sorte à maximiser la capacité prédictive du modèle. On sait que le modèle va dépendre de la qualité des données, de la manière dont on va traiter l'information. Donc on va parler de recodage de données, on va parler de regroupement de modalités dans certains cas. Enfin, tout un travail vraiment sur la qualité de la donnée. C'est un point qui, en tout cas moi, me semble primordial avant de se lancer vraiment dans de la modélisation proprement dite. Les données sur un échantillon figé, on va parler de 2018 pour l'exemple, vont être partagées ensuite en deux sous-échantillons, donc quelque chose d'assez classique. Un premier échantillon qu'on va faire digérer par notre modèle, en tout cas par la cellule de validation croisée que vous voyez apparaître en bleu sur l'écran. Et un autre échantillon qu'on va garder de côté et qui va nous permettre en fait, de mettre en concurrence différentes typologies de modèles. C'est-à-dire qu'on a retenu 4 classes de modèles. On a des random forest, des XGBoost, des SVM et des partial least-squares. L'idée des random forest et XGBoost, je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus. SVM, donc dans l'idée, on est dans un cadre où on n'a pas un nombre de variables qui est phénoménal. Donc c'est de recréer une dimension supplémentaire pour en tout cas essayer de se donner la capacité de segmenter notre hyperplan avec une segmentation radiée-non radiée qui va être peut-être plus efficiente. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu tester et mettre en concurrence avec des algorithmes plus orientés machine learning. Et les partial least-squares, donc qui sont normalement plutôt appliqués dans le cas inverse, où on a une dimension de variable explicative qui est relativement importante, qu'on a voulu tester. Je ne vais pas y passer très longtemps parce que ça n'a pas été particulièrement concluant. Une fois qu'on a dit ça, on part de notre échantillon d'entraînement et on le fait rentrer dans une boucle de validation croisée. Donc on a parlé tout à l'heure de la crainte qu'on avait sur la variance de notre modèle et de notre estimation. Donc cette variance-là peut être expliquée par plein de phénomènes, par un nombre de variables importants. On a dit à l'instant que ce n'était pas le cas pour nous. La manière qu'on a eu, nous, de le traiter, c'est de partir sur un bouclage assez important en validation croisée. Donc dans cette cellule, on va vraiment traiter l'ajustement des modèles, l'optimisation des hyperparamètres et la sélection de variables. Une fois qu'on a fini ça, je finis rapidement, on va mettre en concurrence tous les modèles qu'on a vus sur le même échantillon de test et se dire, OK, on va regarder maintenant la précision du modèle sur cet échantillon-là, de sorte à se dire, OK, on a fait notre estimation, on a notre modèle validé, qu'est-ce que ça donne en les comparant à isopérimètre? On a le modèle retenu à la fin qu'on applique sur la base de production et on communique in fine la liste de nos adhérents triés par ordre décroissant de probabilité de radiation estimée. Sur les résultats, donc là je vous présente une vision partielle des résultats qu'on a obtenus. On a essayé de jouer sur les différents échantillons, on a dit 2018, 2019, 2020 en termes de portefeuille qu'on avait. Le premier constat qu'on a fait, c'est qu'en se concentrant sur des échantillons unitaires, vraiment une année spécifique, on avait une surperformance de la random forest par rapport au XGBoost. On était un petit peu surpris par ce résultat a priori. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de croiser un petit peu l'échantillon, c'est-à-dire de l'entraîner sur le portefeuille 2018, le tester sur le 2019, et croiser comme ça tous les jeux de portefeuille qu'on pouvait avoir. En faisant ça, la chose assez intéressante qui est ressortie, c'est qu'on inversait la performance d'une typologie de modèle par rapport à l'autre. Et là, on s'est retrouvé en tout cas avec le XGBoost qui avait de meilleures capacités prédictives que la random forest. Une précision, les résultats qui sont présentés là concernent les 5% des adhérents
avec les plus hautes probabilités de radiation estimées. Du coup, si on se concentre un petit peu sur les XGBoost, il n'y a pas un gros suspense, c'est le modèle qu'on a retenu à la fin, qu'on a appliqué sur des échantillons croisés 2018 et 2019. On a regardé les résultats qu'on avait sur les 5% des plus hautes probabilités estimées de radiation. On était entre 50 et 60%, donc ce qui est finalement pas si important que ça. La réflexion qu'on s'est faite, c'était que le but de tout ce qu'on faisait devait servir à alimenter une campagne d'appel, avec un stock fini d'appels. Donc on n'avait pas besoin finalement d'avoir une précision du modèle importante sur l'ensemble de la plage de nos données, mais plutôt sur le pourcentage qui est considéré, c'est de l'ordre de 1-2%, parce qu'on avait grosso modo 4000 personnes à appeler sur la campagne. Donc on a regardé les résultats du modèle sur ce pourcentage-là, et on arrive pour le coup avec une précision qui est beaucoup plus élevée, de l'ordre de 73 à 90% selon les cas. Le 90% inclut l'échantillon 2020 avec toutes les réserves qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc ce n'est pas l'échantillon qu'on a retenu pour l'estimation du modèle. On est resté concentré sur 2018-2019. Oui, donc c'est une fois que notre modèle a été calibré, entraîné et optimisé qu'on va pouvoir s'intéresser à l'interprétation de ces décisions. Pourquoi c'est important? Parce que, on l'a déjà dit, mais les modèles de machine learning sont souvent, et à juste titre, perçus comme des boîtes noires. Et c'est d'autant plus important sur ce type de projet transverse qui fait intervenir plusieurs équipes, comme le marketing, la communication, les téléconseillers, puisque les résultats du modèle vont directement alimenter une campagne d'appel de fidélisation. Donc les méthodes d'interprétation, elles vont permettre d'une, de justifier les décisions du modèle, de deux, de comprendre globalement comment fonctionne le modèle, et puis de donner une confiance dans le modèle et dans toutes ces approches data science et machine learning pour pouvoir d'une les utiliser et communiquer dessus en interne. On verra également que les justifications des décisions du modèle pourrait permettre d'adapter ou d'orienter même le discours des téléconseillers en fonction des raisons pour lesquelles tel ou tel assuré aurait été topé par le modèle. Donc pour faire ce travail, on a utilisé SHAP. Donc SHAP, c'est un algorithme d'interprétation qui est devenu incontournable et de plus en plus utilisé par les acteurs ces derniers temps. Non, c'est bon. Donc c'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant de revenir sur cet algorithme et de présenter une méthodologie ainsi que certaines sorties qui peuvent être intéressantes d'analyser. Donc pour dire quelques mots rapidement sur SHAPS, donc c'est un algorithme d'interprétation locale basé sur la théorie des jeux, donc un vrai fondement mathématique, et l'estimation donc des valeurs de Shapley pour attribuer un poids à chaque variable explicative dans les décisions du modèle. L'objectif va être en fait d'expliquer la différence entre une valeur globale qui est la prédiction moyenne du modèle et la prédiction individuelle du modèle, donc qui est une valeur locale. Et c'est en ça que SHAP fait le lien entre le global et le local, et c'est ça qui va faire sa force. Donc grâce à SHAP, on va pouvoir décomposer chaque sortie de modèle comme une somme de Shapley value, qui va correspondre à chaque variable explicative du modèle. Et comme on a vu, bien qu'il soit considéré comme local, on va pouvoir déduire de ça certaines influences globales. Donc avec une méthodologie là qu'on a appelée élargissement progressif de la vue, en fait c'est l'étude des valeurs de Shapley, mais à une maille de plus en plus macro. Voilà, et la première possibilité, c'est l'étude des valeurs de Shapley associées à une prédiction pour comprendre cette prédiction. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser à la maille variable et regarder l'ensemble des valeurs, enfin la distribution de l'ensemble des valeurs de Shapley associées à chaque variable explicative. Et ensuite, on va s'intéresser au global, à l'ensemble des Shapley values de l'ensemble de la base pour pouvoir comparer les influences de chaque variable. Donc là, on va commencer par la première possibilité, donc la première étape, compréhension d'une prédiction.
Donc là, les graphiques qu'on présente, ça s'appelle des waterfall plots. Et en fait, ça permet d'expliquer donc la différence, comme je disais, entre la prédiction moyenne du modèle et la prédiction individuelle. Donc la prédiction moyenne du modèle, c'est ce qu'on retrouve en bas. Vous voyez ma souris, ouais. La prédiction, c'est ce qu'on retrouve en bas, et la prédiction donc individuelle, elle est là-haut. Et l'idée, ça va être, avec ces graphiques-là, de comprendre quelle variable explicative va jouer un rôle sur cette prédiction. Donc grâce à ça, on peut comprendre finalement l'ensemble des prédictions faites par le modèle. Et ce qui peut être intéressant, là dans notre cas, dans le cas particulier d'ici, c'est qu'on a sorti donc 2 assurés qui peuvent être considérés potentiellement comme à risque, puisque leur probabilité de radiation va être supérieure à la probabilité moyenne dans les 2 cas. Sauf que l'explication de pourquoi le modèle les a topés comme à risque va être différente dans les 2 cas. Dans le premier cas, à gauche, ça va être plutôt l'âge qui va jouer un rôle important dans cette probabilité. Et dans le deuxième cas, ça va être plutôt l'ancienneté et le fait qu'il appartient à un groupe de départements spécifiques. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser donc à la distribution des valeurs de Chapelet par variable. Donc c'est ce qu'on appelle des dependence plots. Donc là, on en a tracé pour 4 variables. L'intérêt, c'est pas de toutes les décrire. Donc on va se concentrer sur le premier, donc la distribution des valeurs de Chapelet associées à la variable âge, donc en fonction de l'âge. Ce graphique là en haut à gauche. Donc on a tracé la ligne pointillée au niveau du 0 pour montrer qu'au-dessus de cette ligne, les contributions vont avoir tendance à être positives, donc à augmenter la probabilité de radiation par le modèle. Et en dessous de cette ligne, les contributions vont être négatives, donc vont avoir tendance à diminuer la probabilité de radiation par le modèle. Donc la première chose qu'on peut déduire de ce type de graphe, c'est d'abord que plus l'âge augmente, plus la probabilité de radiation va diminuer. Et autre chose, on va pouvoir, grâce à la ligne de tendance qu'on a tracée, comprendre que cette relation n'est pas tout à fait linéaire. Donc voilà à quoi peuvent servir les dependence plots sans rentrer forcément plus dans le détail. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser donc à une vision un peu plus globale. Et on va pouvoir tracer ce qu'on appelle les importances des variables au sens de Chapelet. Donc là, l'idée, en fait, c'est de tracer sur le graphique de gauche la moyenne des valeurs absolues de valeurs de Chapelet pour chaque variable explicative. Et cette valeur nous permet de classer finalement les variables explicatives en fonction de leur importance, leur influence dans le modèle. Donc là, on voit qu'il y a les trois variables qui ressortent, c'est l'âge, l'ancienneté et l'indicatrice de l'appartenance à un groupe de départements spécifique. Mais quand on a ce graphique de gauche, on sait que les variables sont importantes et on peut avoir une idée de comment les classer, donc leur ordre dans l'importance, mais on n'a pas vraiment le sens dans lequel elles influent sur le modèle. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser maintenant au graphique de droite, qui classe les variables de la même façon que le graphique précédent, en distribuant horizontalement les valeurs de Chapelet, et puis en colorant les points en fonction de l'intensité de la variable auquel ils sont associés. Donc, pour faire simple, on va juste essayer de décrypter la première ligne, la ligne de l'âge. À gauche de l'axe principal, les variables de Chapelet vont être négatives, donc on va avoir tendance à réduire la probabilité de résiliation, et de l'autre côté, avoir tendance à augmenter la probabilité de résiliation. Et on remarque que les points rouges, donc les points d'âge les plus élevés, sont plutôt situés à gauche du graphique. Donc on peut déduire la même chose que ce qu'on a déduit précédemment, c'est-à-dire que plus l'âge augmente, plus la probabilité de résiliation va diminuer. Donc ce type de graphique, c'est assez intéressant. On va pouvoir les utiliser pour comprendre pas mal de choses, mais c'est beaucoup plus facile de les comprendre quand on peut bien distinguer ces deux couleurs, parce que quand tout est mélangé, la compréhension est plus compliquée. Et dernière chose sur Chape, ça peut aussi permettre d'analyser les interactions entre plusieurs variables. Donc là, par exemple, on va reprendre les dependence plots qu'on a vus tout à l'heure en colorant les points en fonction d'une autre variable explicative. Donc là, si on reprend le plot de l'âge, donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que les points sont colorés en fonction du montant de cotisation. Et ce qu'on peut voir, petite interprétation, c'est qu'avant 60 ans, on a l'impression que les points rouges sont plutôt situés vers le haut du graphique, et puis après, même si c'est un peu plus diffus, ils sont plutôt situés vers le bas. Donc ce qu'on pourrait déduire, c'est que
avant 60 ans, le montant de cotisation, plus le montant de cotisation est haut, plus la probabilité de radiation va être élevée. Mais après 60 ans, ça va jouer dans l'autre sens. Donc voilà pour ce que peut apprendre, enfin nous a appris CHAP donc sur le modèle qu'on a implémenté. Et je vais laisser la parole à Virginie sur la relation client. Par rapport à la relation client, je me fais le porte-parole de la responsable de la relation client qui devait être là aujourd'hui, qui n'a pas pu être présente. Toute une partie de mise en œuvre, et c'est une partie qu'il ne faut pas négliger. C'est essentiel pour arriver à la finalité, qui est de mettre en place une opération efficiente auprès de nos adhérents. La relation client, de par leur expérience, avait une conviction, c'était de décorréler l'action de tout objectif commercial de vente. Leur idée, c'était de partir dans des appels de fidélisation en remettant de la relation avec le client. Et donc ce qu'on appelait des appels cocooning. L'objectif, c'était que le téléconseiller appelle l'adhérent pour lui proposer ses services et lui dise en gros, en quoi puis-je vous être utile, en quoi puis-je vous aider à améliorer votre garantie, dans la compréhension, dans l'utilisation, dans les services qu'on met à disposition. Et dans cette démarche, les premières secondes de l'appel sont essentielles, donc il faut que le discours soit percutant et soit bien ciblé. Donc toute la mise en œuvre au niveau de la définition du discours, adapté en fonction des segments des adhérents qu'on allait appeler, était essentielle. Et ensuite, il fallait former les téléconseillers qui n'avaient pas l'habitude de cette démarche. Il y a aussi un process de communication interne qui a été mis en place afin que toute personne en relation, en contact avec nos adhérents ait l'information de cette action qui était en cours. Et nous avons aussi mis en place une mesure de la satisfaction des adhérents post-appel. Au niveau de la relation client, il y a quelque chose de très fort qui est ressorti, c'est la valorisation de cette action par rapport au métier du téléconseiller. C'était pour eux une démarche nouvelle, c'était stimulant et aussi challengeant. Ils nous ont fait plusieurs retours, notamment sur le sens que ça donnait à leur métier. Et on a identifié une influence significative sur la fidélisation via la motivation et via la montée en compétences des collaborateurs. Donc c'était une expérience très positive pour le centre de relations clients. Au niveau de la mesure de la satisfaction client, donc on a appelé 4000 adhérents. Sur ces 4000 adhérents, il y en a 1 sur 3 qui ont répondu. Et la note moyenne de satisfaction post-appel a été de 4,4 sur 5. Nos adhérents nous ont indiqué à plus de 50% avoir acquis une meilleure connaissance de leur garantie et de leur contrat suite à l'appel, avoir trouvé l'appel utile, souhaiter être rappelés, donc avec des échéances plus ou moins longues. Certains disaient 12 mois, d'autres 1 an, voilà, des échéances variables. Et on nous a indiqué avoir une meilleure image de Via Santé suite à l'appel. Et ce qu'on a retenu au niveau qualitatif, suite aux retours qui ont été faits, c'était que certains adhérents, enfin un certain nombre d'adhérents appréciaient la démarche et même étaient en attente en fait de cette démarche. Ils nous disaient c'est ce que j'attends de vos services. Donc ça c'était pour nous un retour très important comme information par rapport à améliorer notre service client. Et ensuite, donc du coup, Vincent va vous présenter l'impact de la démarche sur les taux de radiation. Oui, donc Virginie l'a dit, on avait déjà de bons retours, en tout cas sur l'expérience des appels via le CAC, avec on l'a vu, des verbatim assez positifs. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est d'avoir le taux effectif de radiation qui s'est observé après la campagne d'appel. On l'a dit tout à l'heure, 4000 adhérents qui ont été contactés. On a à peu près un tiers de répondants, donc ça fait, je dois faire le calcul, mais on doit être entre 1000 et 1500 répondants. Le premier élément qu'on a relevé, c'était la différence entre le taux de radiation des répondants versus le taux de radiation du portefeuille. C'est le chiffre que vous voyez en bas en orange. On avait un point de plus de radiation sur les répondants. On s'est clairement posé la question de la pertinence du modèle. Quand on a regardé un petit peu plus dans le détail, la campagne d'appel a été lotie, chaque lot étant réparti dans le temps, avec les premiers lots qui ont été appelés de manière assez anticipée, et les derniers lots beaucoup plus tard. En regardant ça, premier enseignement, c'est que les adhérents qui ont été contactés sur les derniers lots
avaient un taux de radiation avant appel 10 fois supérieur à ceux qui ont été contactés sur les premiers lots. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, la campagne d'appel pour ces adhérents-là est arrivée trop tard, enfin, vers une temporalité qui ne correspondait pas à leur cycle de radiation. On était décorrélé à ça. Le deuxième enseignement qu'on a tiré, c'est sur les premiers lots. On a un écart assez significatif de l'ordre de 4 points entre les taux de radiation de l'échantillon qui a été contacté et qui a répondu à l'appel versus le reste du portefeuille. Donc un chiffre qui est assez satisfaisant, en tout cas compte tenu des attentes qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Sachant que sur les derniers lots, on a des taux de radiation qui sont plus importants, mais qui peuvent aussi s'expliquer par finalement la pertinence du modèle. Les adhérents qui ont été appelés avaient un taux de radiation estimé supérieur à la moyenne qu'on observait sur le portefeuille. Donc finalement, ces adhérents s'étant radiés avant la campagne d'appel, on peut imaginer que c'est normal d'observer des taux de radiation plus importants. Bon, on peut aussi interpréter ça comme une qualité du modèle qui a été implémenté. Donc ça, c'est le premier enseignement. Finalement, un modèle qui a été un modèle couplé à une campagne d'appel qui ont été assez pertinents et efficaces sur la rétention, avec une augmentation de la rétention en portefeuille. Le deuxième constat qu'on fait, c'est plutôt un constat qualitatif. On s'est rendu compte, et Virginie a bien expliqué, ce n'était pas du tout l'objectif de la campagne d'appel. La campagne d'appel était là pour prendre des nouvelles de l'adhérent, avoir connaissance de l'état de son contrat, de sa satisfaction, de ses besoins. Et on s'est rendu compte que l'appel a déclenché plusieurs choses. Une première qui était une inscription relativement massive sur l'espace adhérent. C'est un espace, je pense que vous avez tout ça dans vos compagnies, dédié à l'adhérent. Donc on avait 12% d'augmentation d'inscription sur cet espace-là. Et le deuxième élément qualitatif qui en est ressorti, c'était un taux de souscription en multi-équipement 1,6 fois supérieur sur la population qui a été contactée par le CRC. Donc finalement, des externalités positives par rapport à l'objectif initial qui était purement de la rétention, avec une augmentation de la valeur client. Pour la suite, donc on était sur, pas vraiment sur un test, mais sur un lancement. On voulait avoir un petit peu sentir ce que pouvait donner ce type de modélisation et de process au niveau de la mutuelle. On sait que le modèle, le process, l'ensemble du dispositif est perspective, donc on a essayé d'identifier quelques pistes à explorer. La première, c'est sur le feature engineering et les données. On l'a dit tout à l'heure, on a des données, bien qu'elles soient relativement complètes, ne représentent pas exactement toutes les spécificités d'un adhérent. Donc là, le but, c'est de venir enrichir ça avec le plus d'informations possible. C'est intégrer aussi le retour d'expérience de la campagne d'appel, la durée des appels, la qualification de l'appel, les retours adhérents, qui peuvent aussi enrichir la base de données qu'on a. Ça va être l'intégration de données externes, donc typiquement, pourquoi ? Pour capturer notamment l'intensité concurrentielle, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que des adhérents qui vivent sur des régions, et je ne parle pas de département, se situent sur une zone plus fine, au niveau de la commune notamment, avec une couverture médicale importante, avec un accès à la technologie, alors qualité du réseau, Internet, etc. On pense notamment aux zones rurales dans lesquelles ce n'est pas forcément évident. Tout ça sont finalement des éléments qui peuvent capturer des signaux faibles qui sont aujourd'hui pas intégrés dans nos modèles et nous permettent d'avoir une information supplémentaire par rapport à ça. D'autres améliorations possibles concernent plutôt les modèles. Donc là, il y a des pistes qui sont évoquées, qui sont la modélisation de la durée de rétention. Là, on est vraiment sur la classification. Donc oui, non, est-ce que l'adhérent est identifié comme un radié potentiel ? Est-ce qu'on peut enrichir cette analyse-là en essayant de mesurer une durée de rétention dans le portefeuille ? On a vu tout à l'heure qu'on avait des échantillons qui étaient distribués dans le temps. Donc est-ce qu'il y aurait une opportunité pour faire de la modélisation en données de panel, en ayant cette notion de distribution d'échantillons dans le temps ? Est-ce qu'on veut aussi créer des modèles spécifiques sur des tranches d'âge qui sont sensibles à l'appel, ou alors des tranches d'âge qui vont plus nous intéresser parce que pour plein de raisons, est-ce qu'on a une meilleure rentabilité dessus, est-ce qu'on a des meilleurs taux de multi-équipement dessus, etc., etc. Donc avoir une modélisation qui est beaucoup plus spécifique, compte tenu des besoins et des objectifs de la mutuelle. Donc tout ça vraiment sur la partie modèle qui viendrait enrichir à la fois la modélisation, la qualité de la prédiction et aussi les externalités positives, comme on l'a vu, qui pourraient en découler. En termes de process, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait de manière ponctuelle. L'idée qu'on a, c'est d'industrialiser tout ça. On a vu qu'on commençait à avoir des taux de radiation, bien qu'on ait une vision partielle, on n'est pas encore en fin d'année, donc on n'a pas capturé toutes les radiations.
ça serait de développer quelque chose qui serait mis en place tout au long de l'année. Alors on a mis temps réel, c'est un bien grand mot, mais c'est d'avoir une mise à jour qui serait plus récurrente tout au long de l'année pour alimenter les CRC et leur permettre d'avoir un suivi plus fin de nos adhérents. Donc de belles perspectives. Donc là, le modèle qui a été implémenté, c'est bien un modèle de classification binaire dans un cas de données déséquilibrées, puisqu'on essaie de prédire des résiliations. Et en guise d'ouverture, il nous a semblé intéressant de revenir sur ce problème classique en machine learning, le déséquilibre des classes et le traitement des signaux faibles. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le déséquilibre des classes? Donc, le déséquilibre des classes, c'est le fait que, c'est lorsqu'une classe des données à prédire est largement minoritaire par rapport à une ou plusieurs autres classes. Donc, c'est un problème qui est assez fréquent en classification et notamment en assurance quand on essaie de comprendre le comportement des assurés, notamment lorsqu'on s'intéresse donc aux résiliations, aux fraudes ou aux consommations sur certains risques. Et lorsque ce déséquilibre va être trop prononcé, n'importe quel algorithme d'apprentissage va être forcément biaisé lors de son apprentissage parce que le signal va être trop faible. On précise aussi que le déséquilibre, c'est bien une source de complication, mais ce n'est pas la seule, parce qu'on arrive bien à comprendre intuitivement, même si les données sont déséquilibrées, que si les données sont déséquilibrées, la classe minoritaire est bien éloignée de la classe majoritaire, ça va être plus facile à capter pour le modèle que si les points de données minoritaires sont diffusés au sein de la classe majoritaire. Donc là, dans cet exposé rapide, on va juste rappeler quelques méthodes classiques de rééquilibrage des données, en se concentrant donc sur l'augmentation des données applicables à des problématiques actuarielles. Donc, la première alternative, ça va être le rééchantillonnage. Donc, on va voir que c'est une technique très simple, mais aussi très limitée. Donc, il y a deux possibilités, soit le sous-échantillonnage, soit le suréchantillonnage. Dans le premier cas, on va simplement supprimer une grande partie des observations de la classe majoritaire. Et dans le second cas, dans le suréchantillonnage, on va dupliquer des échantillons de la classe minoritaire de façon, dans les deux cas, à rétablir un équilibre dans le signal. Sauf qu'on comprend bien pourquoi c'est limité. Dans le premier cas, on va avoir une grosse perte d'informations puisqu'on va supprimer un nombre de lignes pour rééquilibrer le signal. Et dans le second cas, on va simplement dupliquer des lignes. Donc on va avoir une grosse redondance d'informations. Donc maintenant qu'on a présenté ces méthodes simples, on va s'intéresser à des méthodes qui sont un peu plus pertinentes, qui marchent un peu mieux. Et on va s'intéresser à une approche statistique et machine learning en présentant SMAUT et quelques variantes. Donc SMAUT, rapidement, encore une fois dessus, l'idée c'est pas de faire un exposé sur SMAUT, mais ça a été introduit en 2002. C'est une technique de suréchantillonnage qui n'est pas basée cette fois-ci sur la réutilisation des données réelles. Donc l'idée générale, c'est d'étudier les plus proches voisins de chaque point de la classe minoritaire pour générer de nouvelles données sur le chemin entre une observation de la classe minoritaire et son plus proche voisin de la même classe. Cet algorithme va présenter quelques limites. Dans un premier temps, déjà, il peut fonctionner qu'avec des données continues. En tout cas, dans sa version de base, il n'a pas été conçu pour générer des données catégorielles. Et les données générées sont linéairement dépendantes, ce qui peut entraîner donc un biais et produire un modèle surajusté, donc en surapprentissage. Donc des variantes sont ensuite apparues pour pallier ces limites et se concentrer uniquement sur les observations dont la classe est la plus difficile à prédire. Donc cette notion d'observation dans la classe est la plus difficile à prédire, elle peut se comprendre différemment. Donc pour la technique Borderline SMAUT introduite en 2005, on va se concentrer uniquement sur les données considérées à la frontière entre deux classes distinctes, qui vont être considérées comme les plus difficiles à prédire. Et pour Adazine ou Kamin SMAUT, on va se concentrer sur des échantillons de la classe minoritaire qui sont situés dans des espaces dominés ou largement dominés par la classe majoritaire et donc noyés dans ces échantillons de la classe majoritaire. Donc pour une petite illustration graphique, on a représenté un jeu de données déséquilibré avec des points bleus, la classe majoritaire en bleu et la classe minoritaire en orange.
Donc Smooth va simplement regarder pour chaque point ses plus proches voisins dans la même classe et générer des données sur le chemin entre ces points. Borderline Smooth va appliquer Smooth, mais seulement à la frontière entre les deux classes, et Adazine Smooth va appliquer Smooth, mais pour les points de données considérés dans des espaces dominés par la classe majoritaire. Voilà, très rapidement. On veut également présenter une autre méthode pour augmenter les données. On va s'intéresser à des modèles génératifs que sont les auto-encodeurs et les auto-encodeurs variationnels. Donc, les auto-encodeurs sont des modèles génératifs dont la structure est basée sur deux réseaux de neurones, l'encodeur et le décodeur. Donc, dans sa version simple, l'encodeur simple produit d'abord. En fait, l'idée, c'est d'encoder les données de façon à les purifier, entre guillemets, de les compacter et de les simplifier dans un espace de dimension réduite qu'on va appeler l'espace latent. Et ensuite, ces informations essentielles purifiées vont être décodées pour générer une sortie et donc reconstruire la donnée d'entrée. L'entraînement de ce modèle va consister donc à apprendre la meilleure façon de représenter les données dans cet espace latent et de minimiser la perte de reconstruction. Le gros problème des auto-encodeurs simples, auto-encodeurs vanille, c'est la proportion au surapprentissage. On va avoir tendance à... Si on réduit la fonction de perte au minimum, on va avoir tendance à reconstituer exactement la donnée d'entrée. Donc c'est pour ça que sont nés les auto-encodeurs variationnels. Donc ici, l'espace latent n'est plus décrit comme fixe, mais par une distribution. Donc cette alternative, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas l'idée, en fait, ils vont modifier la fonction de perte pour ajouter un terme de régularisation et donc éviter le surapprentissage. Voilà, on voulait illustrer rapidement, mais on peut passer. L'idée maintenant, ça va être d'essayer d'appliquer cette méthode sur un jeu de données. Donc, on s'est intéressé à un jeu de données de transactions Kaggle, donc un jeu de transactions à la carte bancaire, dont des transactions frauduleuses. Pardon. Donc, dans ce jeu de données, on a 500 transactions frauduleuses sur environ 300 000 transactions totales, soit un signal très très faible, en dessous de 0,15%. Donc l'objectif, ça va être d'implémenter un modèle de classification binaire pour retrouver les données de fraude. Et on va commencer par représenter les données à l'aide d'un modèle de réduction de dimension TSNE. Donc c'est ce qu'on a représenté ici. En orange, on a les données de fraude et en bleu, on a les données de transaction normales. Donc on voit, rien qu'en visuel, que les données vont être compliquées à détecter parce qu'on ne voit pas apparaître de frontières entre les bleus et les oranges. Les oranges sont complètement noyés dans les données bleues. Donc l'idée, ça va être d'utiliser donc un auto-encodeur variationnel qu'on va entraîner sur les données de fraude uniquement, de façon à générer des données similaires à des données de fraude et d'entraîner un modèle de classification sur ces données augmentées. Donc pour ça, on a comparé deux modèles, un Random Forest entraîné sur les données brutes, donc sans augmentation de données, et un Random Forest entraîné sur des données augmentées. Et là, voilà, ce qu'on voit, c'est que l'approche peut paraître est pertinente, puisque le score de rappel, ce qui ici nous intéresse le plus, pourquoi on va s'intéresser au rappel, parce que l'objectif, c'est de toper le maximum des données de fraude, donc c'est pas la même chose que tout à l'heure sur la précision. Donc là, ça va être vraiment l'objectif, ça va être de toper le maximum de données de fraude, et la précision, le rappel prend le dessus sur la précision. Donc on voit qu'en passant d'un modèle à l'autre, on augmente bien le score de rappel de 23 à 92%, même si la précision diminue un petit peu, le F1 score augmente considérablement. Donc voilà, les résultats sont probants sur cette mini-étude-là sur du Kaggle, mais voilà, c'est également lié à la bonne qualité du jeu de données Kaggle. On rappelle qu'il n'y a pas de méthode qui marche absolument dans tous les cas.
Il se peut que les auto-encodeurs variationnels ne marchent pas forcément dans un autre cas. Un point d'attention également sur l'interprétation du modèle qui serait entraîné sur des données générées, qui peut être assez délicate. Et pour finir, sur la génération de données dans notre secteur, qui peut avoir plusieurs utilités. La première, c'est l'enrichissement des jeux de données avec des données réalistes pour combler un manque de données, notamment sur les nouveaux risques. Sur l'imputation des valeurs manquantes, ou également sur l'anonymisation, puisque les données qui vont être générées vont être semblables à des données réelles, mais ne seront pas des données réelles, donc peuvent être considérées comme des données anonymes pour servir de base au calcul actuariel. Donc, je vais laisser la main maintenant à Virginie pour la conclusion. Ou Vincent. Merci. Du coup, pour conclure, que dire, c'est que l'étude va être, en tout cas en ce qui concerne notre étude de prédiction des radiés, va être reconduite sur 2023. Et l'idée, l'objectif en tout cas, est de mettre en place une industrialisation assez forte sur cette étude-là pour la conduire vraiment en fil rouge tout au long de l'année. On l'a vu tout à l'heure en termes d'amélioration, l'enrichissement des données, l'optimisation du paramétrage des modèles. On a beaucoup parlé de données, mais il y a tous les éléments aussi hors modèle qui vont entrer en jeu, les données externes, etc. Donc, je pense qu'on a encore pas mal de travail devant nous, et je pense que côté équipe, c'est des sujets qui intéressent et aussi qui motivent l'ensemble des collaborateurs, et qui permettent aussi d'avoir une diffusion de nos méthodes, de nos travaux sur l'ensemble de l'entreprise. Et ça permet, c'est vrai que l'actuariat, je ne sais plus lequel de vous deux l'a dit tout à l'heure, mais est souvent considéré comme une boîte noire, et on voit souvent l'actuaire comme quelqu'un qui est enfermé dans sa grotte, et là ça nous permet de nous ouvrir un petit peu sur le reste de l'entreprise, de communiquer, d'interagir avec l'ensemble de nos collègues de toutes les directions. Donc pour la suite, on va essayer aussi de ne pas s'arrêter là et de réfléchir à d'autres actions de fidélisation pour les adhérents qui ne seraient pas sensibles à celle-ci. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé une pré-expérience, déjà pour voir si on arrivait à monter un modèle et avoir des résultats. Et on l'a fait avec une personne qui était en renfort dans l'équipe. Voilà. Donc la personne venait d'arriver, donc c'est pas très significatif, parce qu'en fait, elle a pris le temps aussi de connaître les données, de connaître la modélisation, les extractions. Voilà. Donc elle a mis environ 4 mois pour faire le modèle, et elle avait d'autres activités à côté. Voilà. Et oui, non, c'est tout à fait intégrable dans une activité, bien qu'on soit des petites équipes. Et c'est à peu près le même temps qu'il a fallu pour la partie mise en œuvre, pour solliciter, pour expliquer, pour se mettre d'accord et monter des ateliers de travail pour voir qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, et essayer de penser au maximum à tout. Et la première pré-expérience qu'on avait fait, on n'avait appelé que 500 adhérents. Et en fait, cette pré-expérience était aussi faite pour vérifier que nos adhérents, si c'était des adhérents dormants, si on les appelait, on risquait pas de déstabiliser le portefeuille. On s'est aussi posé cette question-là. Donc cette petite première expérience qui ne nous permettait pas d'avoir de conclusion, voilà, nous a juste, sur l'impact réel, nous a permis de nous dire, bon, ça déstabilise pas le portefeuille, essayons de faire une expérience un peu plus volumineuse. Voilà. Il faudrait le micro, non ? Non. Je répéterai la question sinon, pour les auditeurs qui soient à distance. Effectivement, j'ai peut-être pas assez été précis. C'est une des pistes d'amélioration qu'on avait. Mais là, pour le coup, c'est une considération qui est un petit peu différente, la durée de rétention dans le portefeuille. Mais oui, tout à fait, c'est des choses qu'on envisage et qui pourraient du coup alimenter des travaux. Alors, je pense au marketing notamment, qui serait peut-être un petit peu différent de l'action qui menait là au niveau des CRC. Mais oui, tout à fait.
Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Alors, on vous remercie. Merci à tous. Merci à tous. Merci.